vient sur l'école ramener un matériel. D'accord, je démarre là ou... Oui. Je peux y aller? Oh, il est 8h moins 3. J'attendais pile 8h. Ah, ok, ok. Ça va marcher. 8h59. Bon, je vais me présenter pour ceux qui sont là déjà. Donc, vous voulez bien fermer la porte là, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Donc, je m'appelle Madame Finiel. En fait, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'enseignement. Je suis directrice d'un EHPAD, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de 73 lits et places, d'un SIAD, service de soins infirmiers à domicile, de 68 places, et d'un service de nuit de 35 places, au sein d'une collectivité territoriale. Voilà, donc l'IFMK m'a sollicité pour intervenir ce matin sur les thématiques qu'on va essayer d'aborder en 2 heures. Alors, ne m'en voulez pas, il y aura des thématiques que je lirai, parce que c'est sûr que je ne maîtrise pas à fond. Il y en a d'autres que je maîtrise complètement, bien sûr, c'est tout ce qui concerne la gestion d'un établissement médico-social. L'idée, c'est de... Bon, on n'est pas nombreux, hein, donc c'est très bien. L'idée, c'est que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui vous semblent un peu bizarres, ben, vous pouvez m'interrompre. Hein. Et l'idée aussi, c'est que, donc là, c'est une toute petite partie qui vous est... c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Hein, c'est une toute petite partie qui vous est, en fait, remis par ce document qui est disponible sur un site. Hein. Par contre, bien sûr, il y a beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup plus. Donc, je vous invite à prendre des notes parce qu'il y a effectivement un petit examen après, donc qui n'est pas bien compliqué. Hein. Tout n'est pas dans le PowerPoint. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé également de faire. D'accord? Ça va? Est-ce que vous avez c'est clair, des questions là-dessus? C'est bon? Voilà, ce que je vous demande, c'est... bon, vous êtes des 4e années, hein, c'est ça? Le futur kiné? 4e année? C'est ça? Bon, donc vous êtes déjà responsable. Hein? Voilà, donc... voilà, je vous remercie d'éviter de jouer avec le téléphone, des choses comme ça, c'est hyper désagréable. Voilà, si mon cours vous passionne pas, il n'y a pas de souci, vous êtes libre, hein, enfin, en tout cas de mon côté, de quitter cette salle. Alors en fait, on m'a demandé d'intervenir sur 4 thèmes, sur tout ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, sur tout ce qui concerne je dirais le schéma, donc le schéma régional de santé, tout ce qui concerne le financement des établissements médico-sociaux et sanitaires, ce qui concerne le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et qui peut vous concerner en tant que futur kiné. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça concerne pour vous, pour demain, quand vous serez en activité, parce que c'est ça l'intérêt. Et enfin, les idées d'évaluation externe et d'évaluation interne, qui sont des outils, ou d'accréditation, qui sont des outils d'évaluation, en fait, des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc en 2 heures, on va essayer de tout boucler pour répondre à la commande de l'IFMK, de votre école. Alors, au niveau de l'organisation de l'offre de soins, donc effectivement, il y a une stratégie nationale de santé qui est sur une trame de 2018-2022, qui constitue le cadre de la politique de santé. Elle est définie, bien sûr, par le gouvernement et se fonde sur une analyse dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur l'état de la population, ses principaux déterminants et ses stratégies d'action envisageables. Elle réaffirme le principe qui est porté par l'OMS, selon laquelle la santé doit être un objectif de toutes les politiques publiques menées en France et dans le monde. Elle vise à répondre aux grands défis que rencontre notre système de santé français, notamment ceux qui sont identifiés par le Haut Conseil de la santé publique, à savoir les risques sanitaires qui sont liés à l'augmentation prévisible de l'exposition aux polluants, les risques d'exposition de la population aux risques infectieux, les maladies chroniques et leurs conséquences, l'adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. Il y a des inégalités sociales et territoriales de santé qui sont, en France, assez importantes.
ce qui peut avoir, vous, aussi un impact dans votre activité professionnelle, future activité professionnelle. Alors ça se traduit bien sûr par un différentiel d'espérance de vie à 35 ans, de 6 ans en moyenne entre les ouvriers et les cadres sup et de 3 ans entre les ouvriers et les cadres sup féminins. Donc, la stratégie nationale de santé comporte, c'est ça qui est intéressant, 4 axes complémentaires et 11 domaines d'action prioritaires qui sont déclinés en 43 objectifs nationaux d'amélioration de la santé, de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l'accident et du handicap. J'entends pas. Parlez moins vite. Ah, pardon. Ah, agrandir. Oula, vous me demandez beaucoup là. Est-ce que quelqu'un sait faire? C'est bon? De toute façon, ça, vous allez l'avoir sur votre plateforme. Hein. Ça, vous allez l'avoir sur votre plateforme. L'important, c'est pas de suivre ça, enfin, entre nous. L'important, c'est pas de suivre ça. Ça, vous allez l'avoir, ça. Donc, je vais essayer de parler moins vite. OK? Mais ça, vous allez l'avoir. Ça, là. Donc, on parle de la stratégie nationale de la santé sur un plan de 2018-2022 qui répond effectivement à des objectifs très précis qui sont définis par le Haut Conseil de la santé publique. Il y en a 4. Ceux qui sont effectivement liés à l'augmentation prévisible de l'exposition aux polluants, aux risques infectieux. Oui. Ah, alors là, maintenant, je ne sais pas. Moi, c'est pas moi qui l'ai imprimé. J'en ai pas. Je suis désolée, j'en ai pas. J'ai pas des photocopies de ce document. Je l'ai pas là, je l'ai pas sur cette clé. Oui. Mais écoutez, je sais pas. C'est la consigne. Est-ce que quelqu'un a une clé là? Oui, bien sûr. Alors donnez-moi votre clé. Comment ça marche là, votre clé là? Vous la mettez, vous avez rien à ouvrir. Ah, je la rends en direct? Oui. C'était pas ce qu'on m'a demandé de faire, donc je comprends. Hein. On vous a interdit de donner une diapo? On m'a pas interdit, on m'a pas dit de le faire. Il y a une différence. Excusez-moi, vous auriez une carte? Ma carte ne marche pas. Moi, je ne peux pas rentrer dans ma salle. Ah, j'ai pas de carte, madame. J'ai pas de carte, non. Excusez-moi. Quelle est la jeune fille qui m'a donné la clé, là? Venez avec moi. Donc, votre clé, elle est où, là? Elle est où, votre clé, là? Tiens, descendez. Ça, là? Oui. Non. C'est pas ça. C'est pas embêtant, c'est qu'on peut ajouter en note. Ah, voilà. Si, c'est ça, disponible. Ouais, c'est celui-là? Oui. Hop. Voilà, c'est bon. Attends, je regarde ce que j'ai dessus quand même. Allez, c'est bon. Allez-y, sortez là. Bon, on y va? Vous pouvez fermer la porte là, s'il vous plaît, là. Fermez. Voilà, merci. Donc vous passez la clé au fur et à mesure. Hein, Ça se passe comme ça dans les autres cours? On vous donne le document? Ah, ok, ouais. Ah oui, je comprends, ouais. Ouais, effectivement.
Alors, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir au niveau de la santé, la stratégie nationale de santé, elle comporte donc 4 axes précis que vous allez retrouver dans le document là, qui sont ici. Alors, on va commencer par le premier. 4 axes complémentaires qui sont précis donc sur la période donc, de 2018-2022 et qui sont effectivement vus donc, régulièrement par le gouvernement. 11 domaines d'action prioritaires qui sont déclinés en 43 objectifs nationaux d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, des accidents et du handicap. Alors, le premier axe, c'est la mise en place d'une politique de promotion de la santé qui inclut la prévention dans tous les milieux. Donc, dans le premier domaine d'action, on a tout ce qui concerne les comportements favorables à la santé. Bon, évidemment, les comportements favorables à la santé, c'est tous les facteurs de risque que vous connaissez. Par rapport à l'obésité, il faut savoir qu'on dépense plus de 20 milliards d'euros pour l'obésité, 15 milliards d'euros pour l'alcool et 26 milliards d'euros pour le tabac. Donc c'est énorme. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est de renforcer les compétences des individus par l'éducation, comme on peut le voir aujourd'hui, et de créer un environnement incitatif, notamment par rapport aux jeunes, et quels que soient également les territoires d'accès aux accès de la prévention. On constate des écarts également selon les territoires, les catégories socio-professionnelles et également en termes de risque pour certaines pathologies. Donc ce qu'il faut bien entendu par rapport à tout ça, c'est une éducation vraiment importante par rapport à la santé pour passer des images et des messages que vous voyez tous les jours dans différents médias par rapport à l'alimentation, par rapport à l'activité physique, par rapport à tout ce qui concerne les pratiques addictives, également les pratiques addictives au niveau du volant. Tout ça, ça fait partie des comportements favorables à la santé qui sont effectivement mis en exergue par ce schéma. Un point important aussi, c'est les conditions de vie au travail favorables à la santé et maîtriser les risques environnementaux. Donc, tout ça, c'est important en fait. Et là, on vient direct dans le sujet qui m'intéresse. Moi, c'est les établissements de santé et les établissements d'hébergement aux personnes âgées dans lesquels demain vous pouvez travailler. Parce que demain, vous allez pouvoir travailler dans un établissement SSR, sanitaire ou un EHPAD. Mesdemoiselles, je le disais au début du cours, il n'y a pas de souci. Si ça ne vous intéresse pas, mon cours n'est pas obligatoire. Mais je ne supporte pas ce genre de choses. Après, vous êtes libre de partir, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau des conditions de vie au travail et de travail favorable à la santé, on parle beaucoup, bien sûr, de tout ce qui concerne la qualité sanitaire de l'environnement. Donc, l'eau, l'air, le sol, le bruit, comme vous le voyez dans mon document. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la qualité de l'air, dans les établissements de santé et notamment dans les EHPAD, à compter du 1er janvier 2023, les établissements devront contrôler la qualité de l'air dans leur établissement tous les 7 ans. Donc ceux qui ne s'oublieront pas à cette vérification périodique et qui dépasseront les seuils de concentration de polluants encourront une amende qui pourra atteindre 1 500 €. Donc ça veut dire qu'on a encore une obligation supplémentaire et notamment par rapport à l'air, liée effectivement à cet axe particulier de promotion des conditions de vie au travail. Il y en a un autre que vous voyez, c'est l'eau. L'eau dans les structures, c'est très important. L'eau, ça constitue bien sûr un vecteur privilégié de propagation de micro-organismes potentiellement pathogènes, bactéries, virus, champignons, et au vu également de ces multiples formes au niveau de l'eau du robinet, les fontaines et de ces diverses utilisations aussi bien en sanitaire qu'en médico-social. L'alimentation, les soins, les toilettes, tout ce qui concerne le chauffage, c'est lié avec l'eau. Et donc il faut impérativement une très bonne culture de la prévention des risques liés aux circulations et aux distributions d'eau pour éviter toute problématique avec la personne prise en charge dans les hôpitaux ou dans les structures médico-sociales. Et il y a également des risques éventuellement de conséquences judiciaires potentielles. Donc vous avez également tout ce qui concerne les nuisibles, donc dans la promotion de la condition de vie au travail favorable à la santé. Alors au niveau des nuisibles, on a un outil qui est merveilleux qui s'appelle le PMS, c'est le plan de maîtrise sanitaire, qui décrit dans les structures sanitaires et médico-sociales toutes les mesures qui doivent être prises et qui sont conseillées pour un directeur de structure pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ces productions sans qu'il y ait de danger biologique, physique ou chimique. Donc il comprend les éléments nécessaires à la mise en place
toutes les pratiques d'hygiène, le plan d'analyse des dangers et les points critiques pour leur maîtrise, notamment dans le cadre du plan HACCP. Alors ça, c'est important parce qu'on peut tout à fait avoir des très très gros soucis dans une structure sanitaire ou médico-sociale si par exemple on a la légionnelle dans l'établissement. Hein, vous n'avez peut-être pas déjà entendu parler de ça. Il y a des conséquences énormes, bien sûr sanitaires, mais également judiciaires, donc dans la gestion d'une structure, si on ne se met pas en garde et on ne met pas des plans d'action par rapport également, bien sûr, à tout ce qui concerne ces nuisibles. Ça va? Alors après, vous avez mobilisé les outils de prévention du système de santé. Donc c'est tout ce qui concerne la couverture vaccinale. Les professionnels de santé ont une responsabilité forte en la matière en assurant la couverture vaccinale de la population, bien sûr en essayant de permettre le dépistage. Et c'est très très important également dans les établissements de santé, aussi bien vis-à-vis des patients, des résidents en EHPAD, des patients en sanitaire, que vis-à-vis des professionnels de santé. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Agence régionale de santé nous invite à ce qu'on nous communique en fait toutes nos statistiques en niveau de la couverture. Par exemple, en ce moment, c'est la grippe. C'est sûr qu'il n'y a aucune obligation réglementaire de vacciner tous les patients, tous les résidents ou tous les salariés. Donc, notamment les libéraux, puisque vous, demain, quand vous viendrez en structure, si vous venez en structure en EHPAD, par exemple, nous n'avons aucune obligation de vous imposer d'être, bien sûr, vacciné contre la grippe. Donc, nous devons veiller à mettre en plan de communication le plus adroit possible pour essayer, effectivement, de vraiment faire comprendre aux professionnels qu'il convient de se faire vacciner. Avec les patients et les résidents, c'est plus facile. Le deuxième axe, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Alors, le premier, c'est tout ce qui concerne les obstacles sociaux et économiques à l'accès au système de santé. Donc ça, c'est la notion logique de lien entre les moyens financiers que la personne a et la possibilité d'aller effectivement de se soigner. Hein. Donc on se rend compte aujourd'hui, et c'est quand même assez grave, qu'une personne sur 4 ne peut pas aller se faire soigner, donc ni à l'hôpital, ni en structure privée, ni ailleurs. Donc c'est quand même vraiment une vraie question, notamment en France, qui convient, je pense, de se poser. Et pour ce faire, le plan prévoit de renforcer l'accès aux droits sociaux à la couverture maladie, de limiter bien sûr le reste à charge au niveau des usagers et de prévenir la désertion professionnelle et sociale des malades. Et pour ce faire, il faut garantir le domaine d'action suivant, l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Et là, on voit bien qu'il y a plusieurs gouvernements qui ont essayé différentes pistes pour que, bien sûr, les professionnels, et dont notamment vous, si vous choisissez la voie libérale, que vous puissiez couvrir tout le territoire de santé, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque, comme vous le voyez dans mon document, il y a des écarts très importants et très classiques en fonction de si on aime le soleil ou si on aime la pluie. Voilà. Hein, donc c'est vraiment... c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que quand on voit, par exemple, dans un établissement, un EHPAD, chaque résident doit obligatoirement avoir un médecin traitant. S'il n'a pas de médecin traitant, il ne peut pas se faire soigner. Hein, puisqu'en EHPAD, contrairement en sanitaire, c'est un médecin extérieur, donc libéral, qui vient à l'intérieur. Alors qu'en sanitaire, c'est un médecin salarié que le directeur d'établissement recrute. Donc si dans un territoire de santé, puisque les EHPAD, il y en a partout, y compris dans les petites communes reculées, on n'a pas de médecin traitant, ça devient compliqué. Et également par rapport à tous les autres libéraux dont vous faites partie, les kinés ou autres, effectivement, où vous devez être sur le territoire de santé, puisqu'il peut y avoir des prescriptions médicales, bien entendu, de kinésithérapie. Et si nous n'avons pas de kiné à proximité, nous n'avons pas d'acte de kinésithérapie, et donc nous ne pouvons pas soigner correctement la personne, dont notamment la personne âgée. Voilà.
Donc c'est tout le problème de désertification du territoire qui est un vrai problème qui jusqu'à ce jour n'a pas vraiment été réglé par les différents gouvernements successifs. Donc, par rapport à ça, quand même on s'organise et on fait des petites choses, comme par exemple la télémédecine. La télémédecine, ça évite à la personne âgée, par exemple, de se déplacer, d'aller dans un hôpital, ou effectivement de se dire j'ai pas de médecin, mais avec la télémédecine, effectivement, j'ai quand même quelqu'un qui peut regarder ma problématique. Et on est effectivement dans un axe de développement de plus en plus, aussi bien en sanitaire qu'en médico-social, sur la télémédecine à cause de ce problème de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire de santé. Et à cause de la liberté, pour l'instant, jusqu'à ce jour, et à ma connaissance, au niveau des intervenants, des professionnels libéraux. Mais la télémédecine, ça se cale en fait sur quelques thématiques. Hein. Ça ne se cale pas forcément sur toutes les problématiques médicales. Hein. On utilise nous la télémédecine sur tout ce qui concerne les plaies chroniques de type ulcère, escarre, les situations palliatives ou fin de vie, les pathologies psychiatriques et les troubles psycho-comportementaux qui sont liés à la démence. Le troisième axe, c'est garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé. Donc le premier domaine d'action, c'est transformer l'offre de santé des territoires pour répondre aux nouveaux besoins de la population. Donc on voit que l'organisation de l'offre de santé, ce qu'on disait à l'instant, doit garantir à chaque citoyen à la fois la qualité de la prise en charge, leur accessibilité et leur efficience. Dans ce but, les agences régionales de santé, en lien avec les professionnels, les établissements et les collectivités territoriales, ont la responsabilité d'encourager ce qu'on appelle les initiatives locales de coopération afin d'accompagner la création d'organisations qui sont innovantes et offrir surtout aux patients, aux résidents, un parcours fluide. L'important, c'est le parcours. Voilà. Il faut structurer les soins primaires. Il faut structurer l'offre en établissement de santé pour concilier proximité et accessibilité. Il faut améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées et des personnes âgées et assurer la continuité des parcours. Alors, par exemple, pour l'EHPAD, ça se traduit très concrètement par des conventions de coopération qui se font en amont et en aval. Alors, en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des conventions de coopération dans le territoire de santé avec le court séjour, par exemple les soins de suite et de réadaptation, donc dans lequel effectivement les kinés sont bien souvent présents. Et donc on coopère avec les assistantes sociales pour qu'il y ait, quand le patient âgé sort du SSR, de soins de suite et réadaptation, rentre en EHPAD de façon fluide, qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait pas de cahotement. Ça c'est l'amont. Et en aval, on peut aussi avoir des conventions de coopération avec l'HAD, l'hospitalisation à domicile, avec des structures psychiatriques, pour que quand le patient en fait se décline ou a besoin de soins particuliers, l'HAD vienne dans la structure et puisse prendre en charge correctement le patient, donc le résident. C'est ça l'idée, hein, de la fluidité des parcours, c'est vraiment ça. Et on a un point très important qui est assez ancien en fait, mais dont on parle depuis peu, c'est le DMP, le dossier médical partagé. Il y a l'assurance maladie qui vient en fait dans les structures, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, pour encourager les directeurs d'établissement à mettre en place le DMP, dossier médical partagé. Ce DMP, c'est une chance en fait pour nous, puisque ça permet en fait sur la carte vitale, avec la carte vitale, de pouvoir, quand on va de structure en structure, uniquement avoir sa carte vitale et dedans on a tout. On a tout votre parcours en termes de prise en charge au niveau médical. D'accord? Ça permet d'éviter des ratages, des problématiques dans le transfert des informations. C'est ça la fluidité du parcours également. Hein?
d'ici 5 ans, les hôpitaux, le CHU, les structures privées, les structures publiques, sanitaires et médico-sociaux auront tous le DMP. D'accord. Et ça peut également aider bien sûr les libéraux, les médecins, les kinés ou autres pour une lecture approfondie du dossier médical de la personne qui est prise en charge. On a bien sûr un domaine d'action sur développer une culture de qualité et de pertinence. Donc c'est tout ce qui concerne bien sûr le niveau de qualité des services et des produits de santé qui sont proposés à la population. Il faut garantir bien sûr la pertinence des pratiques afin d'améliorer la qualité du service et limiter les dépenses évitables. Les dépenses évitables, par exemple, c'est éviter les hospitalisations. Donc le DMP, les conventions, tout ça, ça peut être un plus par rapport à ça. Pour éviter les réhospitalisations, par exemple en EHPAD, on met en place, si l'Agence régionale de santé nous le finance, les astreintes téléphoniques infirmières. Il n'y a pas d'infirmières de nuit en EHPAD. Il n'y a que des aides-soignants et des agents sociaux. Mais pour éviter les réhospitalisations de nuit qui sont souvent dues à la panique, on passe des conventions avec des infirmières libérales qui interviennent téléphoniquement ou sur place pour éviter la réhospitalisation du patient. Ce qui a deux avantages, un avantage économique, mais également un avantage de perte de chance pour la personne âgée. Puisque si la personne âgée est réhospitalisée, un changement d'univers, c'est une perte de chance pour elle. C'est ça aussi la qualité, effectivement, et la pertinence de la prise en charge de la personne âgée. C'est par exemple également rédiger, écrire et convaincre les médecins traitants d'une liste préférentielle de médicaments, puisque les médecins traitants sont libres de prescrire n'importe quel médicament à n'importe quel patient. Et c'est bien le médecin traitant ou le médecin salarié en interne dans une structure sanitaire qui prescrit les médicaments. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire et de définir une liste préférentielle de médicaments pour, bien sûr, éviter toute la problématique des iatrogénies médicamenteuses, mais également pour avoir une notion économique par rapport aux médicaments. Voilà, c'est des exemples au niveau de la qualité et de la pertinence. Et ça va effectivement avec le domaine suivant, prendre soin de ceux qui soignent. Prendre soin de ceux qui soignent, eh bien sûr, c'est tous les professionnels. Hein. Donc, c'est tous les salariés, c'est tous les intervenants, également libéraux. Donc, on doit effectivement s'assurer de donner des formations pluriannuelles à tous les professionnels de santé, de faire progresser les compétences tout au long de la vie professionnelle. Et ça, c'est un point important. Et également pour aussi bien pour les salariés, c'est évident, mais également pour les libéraux, notamment en structure sanitaire, en structure médico-sociale, que ce soit en EHPAD ou en masse d'ailleurs. On peut aussi proposer aux libéraux, et notamment aux kinésithérapeutes, de les former à des outils. Nous, par exemple, on utilise le logiciel NetSoin, qui est un vrai paysage informatique et qui est une photographie du résident. C'est bien sûr de leur expliquer tout le logiciel, de les convaincre de noter tout leur reporting sur certaines fenêtres, et on verra tout à l'heure que ça a un impact fondamental sur le financement de la structure. Hein? Voilà. Un quatrième axe, c'est innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers. Soutenir la recherche et l'innovation. Donc la recherche et l'innovation, donc c'est évidemment tout ce qui concerne la médecine de demain, hein, ne sera pas bien sûr la même que celle d'aujourd'hui. Hein. Il va y avoir des virages, hein, notamment on parlait de la télémédecine. On peut avoir d'autres évolutions. Hein. Il y a beaucoup d'évolutions, notamment par rapport à la prise en charge des personnes âgées et notamment également par rapport aux aidants. Hein, on voit la mise en place de petits robots, on voit des choses comme ça. Donc il y a vraiment une nouvelle logique en termes de recherche et d'innovation pour la bonne prise en charge en fait des personnes.
Il faut accélérer l'innovation numérique, garantir l'accès aux traitements innovants et soutenir les innovations en santé mentale et technologique. Il y a également un point important, c'est réaffirmer la place des usagers dans le système de santé. Donc les usagers, il faut effectivement que ce soit les patients en sanitaire, que ce soit les résidents en médico-social. Les usagers sont au cœur en fait du système de la gouvernance, souhaité bien sûr par le gouvernement et notre État. Donc on réaffirme le rôle des usagers comme un acteur de leur parcours de santé et on accompagne les aidants. Alors pour le sanitaire, l'usager, il est présent dans une commission qui s'appelle la CRU, la Commission des représentants des usagers, qui intervient très régulièrement et qui donne un avis sur tout ce qui concerne sa place au sein de l'hôpital ou au sein d'un établissement sanitaire quelconque. Et pour le médico-social, c'est le Conseil de vie sociale, CVS. Donc ça permet en fait, ces rencontres permettent de débattre en fait entre les usagers, la gouvernance, de façon à ce qu'il y ait un vrai dialogue entre la direction de structure et ceux qui sont au cœur du système de la prise en charge. C'est un point indispensable, hein, c'est fondamental. Un autre domaine, c'est agir au niveau bien sûr européen et sur la scène internationale, bien sûr, puisqu'on n'est pas tout seul dans le monde. Et c'est quand même bien en fait, effectivement, qu'on ait une logique européenne et internationale. Après, vous regarderez, mais ça m'intéresse moins, c'est dans ce point, c'est toutes les priorités qui sont spécifiques à la politique de santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune, qui sont également définies à travers cette stratégie nationale de santé 2018-2022. Donc vous l'avez sur le document. Il y a des points spécifiques à la Corse, donc c'est assez amusant pour le citer, et également à l'outre-mer. Donc on voit qu'il y a dans des territoires, il y a des dispositions particulières qui sont définies dans ce cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là? Ça va un peu vite. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Je verrai par rapport au document si on ne peut pas vous donner un document un peu plus complet. Mais est-ce que ce que je vous dis, ça va? Vous comprenez? Alors, le schéma régional de santé, on est parti du schéma national, de la stratégie nationale, au niveau national, et on va au niveau régional. Alors, le schéma régional de santé, il est établi, comme vous le voyez, pour 5 ans, sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il détermine pour l'ensemble de l'offre de soins les services de santé, y compris en matière donc, de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-sociaux. Donc, ce schéma régional de santé, il est lié avec le projet régional de santé, donc Occitanie, qu'on va voir tout de suite. Mais avant, je voulais vous dire que le projet régional de santé, il est constitué de 3 notions importantes. La première, c'est le COS, COS, c'est le cadre d'orientation stratégique. Le cadre d'orientation stratégique. Ce COS, ça détermine les objectifs généraux et les résultats à 10 ans. On attend les résultats à 10 ans pour améliorer l'état de santé de la population et pour lutter contre les inégalités sociales. Donc, le COS, COS, le cadre d'orientation stratégique. Ça, c'est le premier plan du plan régional de santé. Le deuxième, c'est le schéma régional de santé qu'on va zoomer un peu sur l'Occitanie, qui donc, comme je viens de vous le dire, est établi sur 5 ans et qui détermine des provisions d'évolution des objectifs opérationnels. Et il décline les objectifs du COS. Et on a le COS au-dessus, on a le schéma en dessous. Ça décline. Et on a un troisième point, c'est l'accès... Oui? Pardon? Le deuxième plan, c'est le schéma régional de santé qu'on va développer.
c'est le schéma régional de santé, SRS, qui lui est établi pour 5 ans. Et il décline en fait les objectifs, d'accord, au niveau de la région, des objectifs stratégiques qu'on a vus au-dessus, c'est-à-dire du COS. D'accord? Mais je vous en prie. Et on a un troisième point dans le plan régional de santé. C'est le programme régional, donc au niveau de la région, relatif à l'accès de la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Et aux soins des personnes les plus démunies, qu'on appelle le PRAPS. Hein. On reprend les initiales. Hein. Donc, accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Donc ça, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lutte contre les exclusions, hein, bien sûr. Et qu'il est important, en chaque région et dans chaque collectivité, de définir ce programme afin qu'il y ait vraiment une lutte de prévention et de soins pour les personnes les plus démunies. Voilà, c'est les trois points du plan régional de santé. Alors, on va zoomer sur le projet régional de santé Occitanie 2022. Alors, en violet, vous avez les titres hein, qu'on va développer ensemble. Alors, le projet régional de santé, il a été élaboré par l'Agence régionale de santé, l'ARS, dont on va reparler plus tard, avec la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Alors, la conférence régionale de santé et de l'autonomie, c'est quoi? C'est issu de la loi Hôpital Santé Territoire. Vous devez connaître la loi Hôpital Santé Territoire, HPST. Hein, la loi HPST, c'est une loi importante que vous devez connaître, hein, qui vient de 2009, qui a été faite le 21 juillet 2009, et qui crée cette conférence régionale de santé et de l'autonomie. C'est un organisme qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé. C'est-à-dire que c'est une commission qui fait des propositions à l'Agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé. Donc dans le projet régional de santé, on a cette conférence régionale de santé et de l'autonomie. D'accord ? Qui était un organisme qui fait des propositions au directeur de l'Agence régionale de santé sur tout ce qui concerne la politique régionale de santé. On a aussi les conseils territoriaux de santé. Les conseils territoriaux de santé, ça a été créé par la loi de modernisation du 26 janvier 2016. Et ces conseils territoriaux de santé, ça réunit les financeurs. Ça réunit les collectivités territoriales et les usagers. Et ces conseils territoriaux de santé, c'est au niveau, on descend d'une strate, hein, donc ils donnent également tous des éléments par rapport à la mise en œuvre de la politique de santé. Donc on a la conférence régionale de santé et de l'autonomie, CRSA, les conseils territoriaux de santé, et on a les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, CDCA, qui eux, on descend encore d'une strate, ils donnent leur avis sur les personnes âgées et sur les personnes handicapées par rapport à leur prise en charge au niveau des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. Donc le CDCA, donc le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ça émet des avis et des recommandations. Donc on a le projet régional de santé, si vous voulez, et il y a trois bulles, hein, conférence régionale de santé et d'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. On a 3 bulles qui participent et qui définissent ce projet régional de santé. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas tout seul
le gouvernement qui définit le projet régional de santé Occitanie ou le projet régional de santé Grand Sud, etc. D'accord? Alors, par rapport à ça, on a différents objectifs. On a développé la prévention, comme vous l'avez, le repérage, le dépistage et l'accompagnement précoce. D'accord? Ça, c'est le premier axe. Ça concerne donc les enfants. Ça concerne toutes les problématiques au niveau donc la prévention, le repérage, le dépistage de l'obésité, la fragilité chez les personnes âgées. Voilà, on est vraiment sur cet axe-là. On a un autre axe, c'est rendre chacun davantage acteur de sa santé. Donc c'est la notion qu'on disait tout à l'heure, avec la participation des usagers au cœur, avec la commission de représentants des usagers, vous vous rappelez, au niveau du sanitaire, et avec le conseil de vie sociale au niveau du médico-social. Hein, donc c'est la participation pour être acteur de sa santé. C'est également un point important dont on n'a pas encore parlé et qui est vraiment au cœur de l'actualité, c'est les aidants familiaux. Hein. Les aidants familiaux, on en parle beaucoup dans la presse ou à la télévision. Il y a effectivement une véritable réflexion sur ces aidants familiaux qui ont un besoin effectivement de temps, qui ont besoin d'un appui, notamment un appui financier, car ils sont, on les compte en grand nombre, aussi bien pour les enfants, les adolescents, les adultes, que pour les personnes âgées. Hein, et qui sont en eux-mêmes un vrai acteur au niveau des soins, au niveau de la prise en charge. Troisième point, c'est améliorer l'organisation des services de santé pour les rendre accessibles à tous les territoires. On l'a vu tout à l'heure, ça fait partie du projet régional de santé Occitanie. Donc, c'est effectivement essayer qu'il y ait un renforcement de présence des équipes médicales et soignantes dans les territoires fragilisés ruraux ou montagnaux pour éviter toute désertification médicale. On l'a vu tout à l'heure, donc ça reprend. On a également renforcé la coordination des acteurs pour améliorer la prise en charge des personnes. Alors pour ça, pour renforcer la coordination des acteurs, pour améliorer la prise en charge, on a créé ce qu'on appelle une plateforme territoriale d'appui. La plateforme territoriale d'appui, c'est quelque chose qui a été inventé en fait. C'est un dispositif d'appui pour les professionnels, notamment vous demain, les libéraux, ou bien les professionnels, qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour des patients qui relèvent d'un parcours de santé complexe. Donc en pratique, ça veut dire qu'un médecin traitant, ou vous demain, vous contactez la plateforme territoriale d'appui parce que vous avez besoin d'un appui technique que vous n'avez pas. Et à ce moment-là, un autre professionnel va contacter un autre professionnel, donc plus compétent sur une matière particulière, qui va pouvoir vous aider dans la prise en charge du patient ou de la personne âgée. Ça, c'est un point important, la plateforme territoriale d'appui, pour des usagers ou des patients complexes. Ensuite, c'est promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge des accompagnements. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute la lutte par rapport au niveau des médicaments, mais il y a également un point important dont on parle aussi en santé, c'est la polymédicamentation. Hein. Donc, il y a des effets qui peuvent avoir des effets vraiment indésirables, aussi bien pour l'adulte que pour la personne âgée. Et également, effectivement, avec le lien, ce qu'on disait tout à l'heure pour le DMP, avec le DMP et la liste préférentielle des médicaments, qui permet effectivement, quand on accueille un nouveau patient, de ne pas se tromper, quoi. De ne pas se tromper par rapport à tous les effets pervers par rapport qu'il peut y avoir dans la médicamentation. Donc c'est en fait décliné, hein. On a une bulle globale au-dessus, et nationale, et on décline hein, tout doucement au niveau régional et au niveau local. Alors, je vous ai mis, mais ça, vous devez un peu quand même connaître, l'organisation de l'offre sanitaire. Donc, vous avez, dans l'organisation de l'offre sanitaire, vous avez les établissements publics de santé. Hein, donc, dans les établissements publics de santé, vous avez bien sûr le CHRU. Hein, donc, ça, vous connaissez. Le centre hospitalier, également. Dans les établissements publics.
Ces établissements publics, ils assurent bien sûr une mission publique, mais ils sont soumis au contrôle de l'État et ils sont plus souvent rattachés à une commune. Et quand même, ils sont dans un bouleversement, notamment en termes économiques, parce qu'ils rencontrent quand même souvent des problèmes économiques importants. On a donc des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie. Donc ils ont un rôle particulier, ils sont gérés par un conseil de surveillance, je ne sais pas si vous le savez. Et ils sont effectivement, ils doivent apporter une qualité, bien sûr, comme tous, exemplaire. Ils ont une permanence de soins, bien sûr, un service d'urgence, des actions de prévention et d'éducation pour tous les patients, une formation continue des équipes soignantes. L'essentiel du financement de l'hôpital, ça provient de l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie qui finance l'hôpital. Chaque année, comment ça marche? Le Parlement décide, par un vote, de la somme qui est allouée aux hôpitaux. Et donc plus largement à l'assurance maladie, et qui finance effectivement l'hôpital. Alors depuis 2004, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est plus une somme de dotation globale. On ne vous donne pas comme ça. On a une estimation à l'hôpital du nombre d'actes médicaux qui va être fait, des séjours, des interventions chirurgicales et de leur coût, et qui va déterminer en fait une dotation qui est beaucoup plus fine et pas une dotation globale. Et c'est ce qu'on appelle en fait dans les établissements sanitaires la tarification à l'activité, que vous avez certainement dû entendre parler, et qui existe aussi à l'hôpital. Ensuite, on a les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC, que vous avez là, à but non lucratif. Alors c'est important de savoir que les ESPIC sont à but non lucratif, bien sûr, comme les établissements publics. Ce sont des établissements qui sont des établissements privés, mais qui participent, comme je l'ai marqué, au service public hospitalier. Donc, ces établissements, pour qu'ils soient reconnus établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC, il faut qu'ils définissent bien sûr une politique générale, un projet d'établissement, un projet médical. Il faut qu'ils aient vraiment un vrai projet de coopération. Ils doivent s'engager dans des actions de prévention. Et ils doivent identifier des équipements, bien sûr, et des personnels. Le projet donc, de l'ESPIC doit être défini pour 5 ans. Il est défini pour 5 ans. Au bout de 5 ans, il peut être révisé, bien sûr, à tout moment. Et au bout de 5 ans, donc, on revoit un petit peu la situation. Et après, on a les établissements privés à but lucratif. Donc, ils exercent une mission de service public, comme je vous ai dit, mais ils ont effectivement des actionnaires derrière. Donc, ce n'est pas du tout la même logique. Quand vous travaillez, si demain vous travaillez à l'hôpital, dans un ESPIC ou dans un établissement privé, en tant que salarié, ça ne sera pas la même logique. Ni en termes de métier, ni en termes de patients. Donc c'est important de savoir un peu quelles sont les structures différentes. Alors les établissements privés, bien sûr, exercent une mission de service public, les soins médicaux, mais ils recherchent effectivement un petit peu des excédents pour les actionnaires. Alors on a bien sûr les MCO, médecine chirurgie obstétrique, les SSR, les cliniques psy, les EHPAD et les centres spécialisés qui peuvent être des établissements publics, privés à but lucratif. Donc ça c'est l'offre sanitaire avec des structures différentes. Des structures différentes qui ont des projets différents et une éthique différente. L'éthique est importante quand on travaille dans une structure sanitaire et médico-sociale, et notamment pour les salariés. Notamment. Je vous ai mis aussi la loi hôpital HPST. Cette loi, c'est une loi quand même qui est importante, qui définit en fait une nouvelle organisation sanitaire et médico-sociale,
et qui a été promulguée en 2009 et qui a créé en fait différentes notions qui souhaitent moderniser les établissements publics de santé, leur fonctionnement, leur organisation, la prise en charge, la sécurité des soins, qui souhaitent améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, qui souhaitent optimiser la prévention et qui créent un certain nombre de structures. La loi HPST, elle a créé les ARS. L'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est vraiment la pierre angulaire en fait, pour le pilotage territorial de tout notre système de santé. L'ARS, c'est eux, la gouvernance. Hein, ce n'est pas un conseil d'administration, ce n'est pas, alors bien sûr, au conseil d'administration, une certaine gouvernance, mais l'agence régionale de santé décide de tout le paysage sanitaire et médico-social. Hein, on le verra tout à l'heure avec l'offre d'appel à projet. C'est vraiment une pierre angulaire très très importante. Alors bien sûr, on a tout ce qui concerne les médecins libéraux, l'hôpital public, l'accès aux soins, je ne vais pas y revenir, laboratoires et les centres de lutte contre le cancer. Alors, justement, l'offre, comment ça marche au niveau de l'offre médico-sociale? Comment ça marche quand on crée un établissement? La création d'un établissement, c'est pas quelqu'un qui dit ben voilà, j'ai envie de créer une structure par là, ça me va bien, parce qu'il y a des besoins, parce que je sens qu'il y a des besoins, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Et c'est là que l'Agence régionale de santé est au cœur de la notion. C'est elle qui définit sur le besoin du territoire de santé. Donc il y a des territoires de santé. Hein, et c'est l'Agence régionale de santé par rapport à tout ce qu'on vient de voir qui dit ben voilà, ici, là, je voudrais avoir telle structure, hein, un hôpital, une clinique, un établissement médico-social. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Sur la base de la loi du 26 juillet 2010, il y a des appels à projets qui sont lancés par l'Agence régionale de santé. Hein, et ces appels de projets, en fait, sont vraiment basés sur ce qu'on vient de voir. Il y a 5 étapes. Donc, on lance l'appel à projet. La gouvernance de l'établissement sanitaire ou médico-social voit ou ne voit pas l'appel à projet, parce qu'on ne vous le donne pas, hein, il faut que vous le voyez vous-même sur les sites internet. Et donc le premier, c'est qu'on essaie de répondre à l'appel à projet, et on essaie surtout de cadrer avec ce que souhaite l'Agence régionale de santé. Hein. Donc il y a vraiment une ligne de conduite, hein, on veut ça, 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 et on doit répondre aveuglément à leur demande. Donc il y a bien sûr des critères de sélection, il y a un cahier des charges qui est très précis et on nous dit, voilà, on veut bien créer telle structure avec tant de lits, tant de places, hein, et tant d'activités. Et ce sont bien les autorités, les agences régionales de santé qui déterminent le nombre de places attribuées à ce projet. La zone d'implantation, bien sûr. Le candidat a 60 à 90 jours pour répondre. Donc 60 à 90 jours, vous pensez, c'est long. C'est très court. Quand on est effectivement directeur de structure ou membre du conseil d'administration, 60 jours, c'est très court. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement anticiper ce type d'appel à projet. Et une fois que la procédure est lancée, bien sûr, il y a un choix à travers la réunion de commission d'appel à projet qui décide de l'attribution de la candidature. Donc on est vraiment, ça veut dire qu'on est vraiment sur le besoin vient de l'ARS et non pas des établissements. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Donc c'est comme ça depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2010. Mais avant 2010, c'était pas comme ça. Un établissement avait envie de créer une clinique dans un endroit précis. Il faisait la demande dans une structure au niveau de l'ARS, mais au niveau du CROSM, c'était une commission représentative donc dans lequel CROMS, dans lequel effectivement plusieurs personnalités se réunissaient et voyaient si le projet de l'intéressé était intéressant ou pas et viable. Maintenant, le besoin ne vient plus de la gouvernance. La gouvernance, c'est l'ARS qui définit le besoin. Vous voyez, c'est un changement de logique. Alors, on a bien sûr aussi, je vous ai mis donc ça, vous avez vu les établissements donc
au niveau des établissements sanitaires. On a tous les établissements et services médico-sociaux des personnes âgées, les EHPAD. Donc les EHPAD, tout le monde sait ce que c'est, je suppose. Après les USLD, donc l'unité de soins de longue durée. Donc c'est un peu différent, unité de soins de longue durée, USLD. Donc là, contrairement à un EHPAD c'est un lieu de vie. Hein. Il y a un EHPAD, ça a du soin, ça a également... c'est vraiment un lieu de vie, en tout cas c'est vraiment l'objectif que qu'on ait envie de faire. Mais maintenant l'USLD, c'est vraiment une matière importante en matière de soins pour les gestes de la vie quotidienne. C'est au niveau sanitaire, c'est plus important. On a les CLIC, CLIC, qui sont les centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Alors les CLIC, ça a un rôle de conseil, d'information et d'orientation. Tout le monde peut aller voir les CLIC, aussi bien nous, les usagers, que les professionnels. On a les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, S-A-A-D. Les SAD, on en parle beaucoup, puisque ça assure en fait au domicile des personnes âgées ou des personnes moins âgées des prestations basiques au niveau du ménage, des prestations d'aide à la personne pour les activités dans lesquelles vous, demain, vous pouvez également venir en tant que libéral. Donc c'est très 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 à la mode, puisqu'en fait le gouvernement souhaite et met en œuvre que les personnes âgées restent à domicile. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. On va le voir tout de suite après. La personne âgée reste à domicile. Donc on développe ce qu'on appelle les SAD et les SIAD, services de soins infirmiers à domicile. Donc là où il y a une prestation sanitaire, on va dire, où il y a une prescription médicale par un médecin traitant et où il y a des aides-soignants et des infirmières et également bien sûr en parallèle des kinés qui interviennent à domicile du patient pour faire des soins techniques. Et en fait, on a également les SPASAD. C'est les deux mélangés. Les SPASAD, c'est les soins, comme les SIAD, et c'est les SAD au niveau du soin d'aide à domicile. C'est les deux mélangés. Les SPASAD, c'est très récent, ça a 5-6 ans, et l'idée, c'est que le gouvernement souhaite développer ces SPASAD pour pas que les personnes rentrent en structure. D'accord ? D'où la loi, effectivement, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la loi ASV. Je pense qu'on va en parler après. Et ça permet effectivement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les personnes âgées restent à domicile et que les aidants soient aidés, c'est le cas de le dire, pour pas que les personnes âgées rentrent en structure, parce qu'en structure, c'est cher pour les personnes âgées, mais c'est surtout cher pour l'État. On en parlera après. Après, je vous ai fait la liste des établissements et services médico-sociaux au niveau de l'handicap. Donc, vous avez les foyers d'hébergement, les foyers de vie, etc. Les CRP, les ESAT, qui sont des structures tout à fait pertinentes et intéressantes également pour tout ce qui concerne les personnes handicapées. Ça va ? Alors, on va parler du financement maintenant des établissements. Alors, je vous ai mis au niveau de votre document, dans le champ sanitaire, vous avez effectivement, comme on a dit tout à l'heure un petit peu, le tarif forfaitaire à l'activité, la tarification à l'activité, qui a été un système, en fait, antérieurement, on avait un système global, donc une dotation globale, et depuis effectivement quelques années, on a une tarification à l'activité qui s'est avérée en fait, qui a détourné l'objet premier. L'objet premier, c'était comme on l'a vu tout à l'heure, on fait la tarification à l'activité, la T2A, pour faire des économies. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a des structures, certaines structures, qui ont développé un certain nombre d'axes, un certain nombre de pratiques médicales, un certain nombre de profils d'opération, parce que le coût à l'intervention était plus intéressant que d'autres interventions. Donc le système a été totalement pervers en fait. Pour l'instant, il est toujours la même chose, il a un petit peu la même logique.
Chaque acte est codé. Une opération, une TPH par exemple, hein, c'est codé, tant de points, et on déclare le nombre d'opérations, de prothèses de hanche dans une année N, et on est payé. On fait d'autres opérations, on est payé différemment. Donc, dans des structures, notamment privées à but lucratif, on liste ce qui est intéressant au niveau financier. Donc, on détourne vraiment l'objectif de la réforme. Donc, c'est vrai pour le MCO, avec bien sûr, il y a des choses en plus avec les listes en sus, hein, comme je vous ai marqué. C'est vrai aussi pour les SSR, hein, au niveau des soins de suite, puisqu'avant il y avait également une dotation globale, là pareil, il y a effectivement un financement qui est alloué à l'activité. Et c'est vrai aussi pour les HAD, hein, les hospitalisations à domicile, qui sont également concernés par cette logique de tarification à l'activité. Alors, il y a également quand même des dotations complémentaires avec des missions d'intérêt général et l'aide à la contractualisation qu'on appelle les MIGAC, je vous ai marqué, ou le fonds d'intervention régional. Au niveau de la psychiatrie, il y a une dotation annuelle de financement, une DAF. Donc c'est rattaché, comme je vous l'ai marqué, à l'objectif de dépenses d'assurance maladie. Et il y a également un financement alloué à l'activité, à l'aide des tarifs définis par la prestation. Donc on est vraiment dans cette logique. Cette logique va être, l'objectif quand même, c'est de revoir un peu ce raisonnement. Alors, dans le champ médico-social, et notamment au niveau des EHPAD, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. Alors, on a, si vous voulez, dans un EHPAD, on va zoomer un peu sur un EHPAD, on a 3 financements. On a le résident, qu'on appelle le reste à charge. On a la dépendance et on a les soins. Donc on a 3 budgets dans un budget, si vous voulez. Oui, oui, je vous en prie. Donc on a trois budgets dans un budget. On a l'hébergement, c'est-à-dire c'est le reste à charge du résident. Qu'est-ce qu'il paye vraiment? On a la dépendance, on va le voir tranquillement, hein. Et on a les soins. Donc on a 3 thématiques, hébergement, dépendance, soins. Alors, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que c'est important de connaître en fait les différents types de structures et ce que souhaite la gouvernance. Quant à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, un EHPAD, il a 2 possibilités. Soit il passe une convention d'aide sociale, qu'on appelle une convention d'aide sociale, avec le conseil départemental. D'accord? Soit il ne la passe pas. S'il passe la convention d'aide sociale avec le département de l'Hérault, par exemple, le tarif de l'établissement, le tarif opposable aux résidents, sera déterminé par le conseil départemental et pas par le conseil d'administration. Je passe une convention d'aide sociale, le tarif est déterminé par le département. Je ne passe pas de convention d'aide sociale, le tarif est déterminé par le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on a en face? Si on fait une convention d'aide sociale, en face, ça veut dire que si le résident ne peut pas payer le reste à charge, c'est-à-dire l'hébergement, c'est le département qui va payer. Si je ne passe pas de convention d'aide sociale avec le département, le résident doit tout payer, il n'y a pas d'aide. Vous voyez? Donc ça, c'est un choix stratégique de la gouvernance. Donc soit je passe une convention d'aide sociale avec le conseil départemental. C'est le conseil départemental qui définit mon tarif. Si le résident ne peut pas payer parce qu'il n'a pas assez d'argent, je vous rappelle que les retraites moyennes en France sont de 1 500 € aujourd'hui. Le tarif moyen des EHPAD est de 2 200 €. D'accord? Donc, je reprends ma logique. On passe une convention d'aide sociale, le résident ne peut pas payer, par exemple, il y a une demande d'aide au conseil départemental, on peut le faire, parce que l'établissement a passé une convention d'aide sociale. Celui qui n'a pas passé de convention d'aide sociale ne peut pas le faire, mais c'est lui qui détermine le tarif.
alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les structures publiques qui passent des conventions d'aide sociale et les structures privées qui n'en passent pas. Ce qui se passe, c'est que pour les structures privées, l'augmentation du tarif, elle est décidée bien sûr par le conseil d'administration de la structure privée, bien entendu, mais elle est quand même encadrée. Elle est encadrée par l'augmentation des prix. Donc, la structure privée, souvent à but lucratif, augmente le tarif, mais cette augmentation, elle est quand même un petit peu encadrée par la concurrence et les prix. Par contre, le résident, s'il ne peut pas payer le reste à charge, alors qu'il a une retraite de 1 500 €, d'accord, et il a un différentiel, soit ce sont les obligés alimentaires qui vont payer, que les enfants, plus les petits-enfants ne sont pas concernés, tant mieux pour eux, que les enfants, soit ils doivent attendre 5 ans dans une structure privée, c'est qu'à partir de la 5e année qu'ils pourront se retourner vers le conseil départemental qui, là, pourra les aider. Alors que quand on a signé une convention d'aide sociale, c'est tout de suite. Ça, c'est important. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est important en termes de taux d'occupation. Et c'est important aussi en termes d'égalité, de tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire égalité du territoire, égalité des soins, égalité de la prise en charge, toute cette notion éthique qu'on a vue tout à l'heure et qui est définie bien sûr par le gouvernement. C'est très important de le savoir parce que quand on est kiné et qu'on intervient par exemple en EHPAD, on ne le sait pas toujours où on met les pieds. Et c'est important pour moi, je pense, demain quand vous serez kinésithérapeute, c'est important de savoir où vous mettez les pieds. Et de savoir qu'un établissement a passé une convention d'aide sociale avec le conseil départemental, c'est pas du tout pareil que celui qui ne l'a pas passé. En termes éthiques, en termes de projet d'établissement, en termes bien sûr de financement de l'hébergement, du reste à charge du résident, hein, et en termes éthiques, puisque là, l'établissement n'est pas là pour faire de l'argent. Il y a des établissements très bien qui sont là pour faire de l'argent. D'accord? Donc c'est important pour vous les libéraux, parce que vous les libéraux, si demain vous êtes libéral et que vous intervenez dans un EHPAD, vous allez pouvoir vous voir régulièrement en fait, différents intervenants de la structure, mais également participer à ce qu'on appelle la commission de coordination gérontologique. Cette commission de coordination gérontologique, elle a lieu une fois par an. Et elle permet justement, notamment aux kinésithérapeutes, mais également aux médecins traitants, à tous les autres intervenants libéraux qui interviennent en EHPAD, de pouvoir justement se parler et notamment parler des difficultés, bien sûr, des résidents, et parler également des difficultés du taux d'occupation. Puisque quand on est une structure, quand on a passé une convention d'aide sociale, forcément, vous l'avez deviné, le taux d'occupation, il n'y a pas de souci. Alors que quand on est en convention structure privée, il y a un peu plus de problèmes. Surtout dans des départements comme par exemple les départements de l'Hérault, où vous savez comme moi que le niveau de chômage est quand même assez important. Donc ça, c'est des notions importantes. L'hébergement, c'est tout ce qui concerne bien sûr l'hébergement de l'établissement, puisque quand on arrive dans un EHPAD, c'est son dernier lieu de vie. Il y a toute la notion d'hôtellerie, de restauration, qui est assumée par l'hébergement. Après, il y a un deuxième point qui est très important, ça s'appelle la dépendance. Alors, la dépendance, en EHPAD, en règle générale, les personnes âgées, quand elles rentrent en EHPAD, elles sont dépendantes, parce qu'elles n'ont plus envie de rester à la maison, et que c'est plus possible. La dépendance, en fait, elle est financée par la politique du département. Elle peut être différente entre les départements. Le département de l'Hérault, il a une politique différente du département de la Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc ça, c'est important. La personne âgée, elle est classée, en fait, à son arrivée, classée, entre guillemets, par GIR. C'est-à-dire que la personne âgée, elle va être évaluée, GIR, G-I-R. G-I-R. Alors, elle va être évaluée par le médecin traitant et on va savoir si la personne âgée, elle peut manger toute seule, se laver toute seule, se déplacer toute seule, etc., etc. Être autonome. Son niveau d'autonomie ou son niveau de dépendance. Alors, c'est important également pour vous, puisque si la personne âgée est dépendante, c'est-à-dire ne peut pas se déplacer toute seule, ou a des difficultés pour manger,
pour déglutir, etc. Forcément, il y a des interventions systématiques avec les kinés. Donc les kinés doivent savoir le niveau de dépendance de la personne âgée. Il y a une prescription médicale du médecin traitant, très bien. Il demande des interventions kinés, très bien. Mais pour vous, il est important de savoir quel est le niveau de dépendance de la personne âgée. Et donc de converser, bien sûr, avec les équipes sanitaires de l'établissement de l'EHPAD. Au niveau de la dépendance, je vous disais, donc ça dépend du département. Le département de l'Hérault, qui n'est pas le même que le département du Gard, finance à 100% la dépendance de la personne âgée. Ça veut dire que la personne âgée, au niveau de la dépendance, ne paie rien. D'accord ? Tout est financé aujourd'hui par le département de l'Hérault, à l'Hérault. Mais c'est pas pareil que le département du Gard ou d'autres départements. Et enfin, on a un dernier point important, c'est les soins. Les soins, c'est comme nous. Donc nous, on a un médecin traitant, on va voir le médecin traitant. Tout est géré effectivement par l'assurance maladie. Hein. Donc, quand la personne âgée a des soins au sein de la structure, il n'y a pas de souci, entre guillemets, pas de souci. C'est géré comme nous par l'assurance maladie. Le même système. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que un établissement comme l'EHPAD a un financement qui est contractualisé, et on va le voir tout de suite après, par le CEPOM. On va en parler après. Et il est important aussi de se dire que dans un établissement, la gouvernance d'une structure, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit, peu importe son statut, il y a toujours un CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, toujours. Mais l'important, c'est de savoir qu'on peut choisir soit un tarif partiel, soit un tarif global. C'est pas, ça veut dire quoi? C'est Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. On va y revenir, hein, on va y revenir. On va y revenir. Mais avant, je voulais vous parler du tarif de soins partiel et du tarif de soins global, qui fait partie de ce que je vous disais dans la rubrique soins. Hein, on a vu l'hébergement, on a vu la dépendance et les soins. Si la gouvernance décide d'opter pour le tarif partiel, ok ? L'établissement, à ce moment-là, va travailler avec des libéraux, comme les médecins, avec les kinés, comme vous demain, ou avec d'autres libéraux. Et ces médecins, ces kinés, auront juste avec l'EHPAD une convention de coopération, de façon à ce que vous puissiez intervenir dans des moments intéressants pour le résident. C'est-à-dire pas pendant le repas, par exemple. Vous voyez, je veux dire. Ok ? C'est tout. Ça veut dire que les médecins et les kinés sont tout à fait autonomes. Ils sont vraiment des libéraux. Ils sont payés comme pour tous les autres actes qu'ils font avec les autres patients en dehors de l'établissement. Alors, ce qui est important, c'est que demain, quand vous serez kinésithérapeute, si vous avez choisi la voie libérale, et si vous intervenez en EHPAD, vous devez néanmoins connaître, comme je vous le disais, un certain nombre de points, dont notamment on verra après le projet d'établissement, le projet de soins, etc. Mais surtout connaître le règlement de fonctionnement de l'établissement. Si vous connaissez le règlement de fonctionnement de l'établissement, ça veut dire que, et surtout le projet de soins, vous devez obligatoirement, quand vous rentrez dans un EHPAD, demander le projet de soins de l'établissement. Si vous ne demandez pas le projet de soins de l'établissement, vous faites ce qu'on appelle de l'abattage, entre guillemets. Vous marchez 5 minutes avec un résident, d'accord, histoire d'eux, mais en aucun cas, vous ne répondez pas à tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire au niveau des vrais projets que soit effectivement l'État, globalement l'État. Hein. Donc vous devez effectivement travailler avec l'établissement, si vous avez choisi d'être libéral et si vous avez choisi de travailler en EHPAD. Pourquoi ? Vous devez, d'une part pour bien prendre en charge la personne âgée, ça c'est normal, mais surtout parce que grâce à votre activité, vous allez en fait enrichir au niveau financier, en enrichissant tous les actes que vous faites pour un résident, vous augmentez effectivement la traçabilité qui est demandée par l'Agence régionale de santé
et vous augmentez la dotation que nous avons au niveau des soins. Puisque la dotation, contrairement au sanitaire, où il y a un certain nombre d'actes, la dotation au niveau des soins en EHPAD, elle est globale. Mais elle est globale par rapport au reporting que vous pouvez faire, que font les médecins, que font les kinés, que font toutes ces actions, tous ces acteurs. Ça, c'est le tarif de soins, effectivement, partiel. De plus en plus d'EHPAD optent pour le tarif de soins global. Le tarif de soins global, ça veut dire que les kinés ou les médecins sont payés par l'établissement. C'est totalement différent. Quand l'établissement paie le kiné, à ce moment-là, ce n'est pas un salarié, il n'y a pas de lien de subordination directe, mais il y a un certain nombre de comptes à rendre, on va dire, et la notion est un peu plus cadrée. L'établissement paie directement le kinésithérapeute ou le médecin traitant. De plus en plus d'établissements, donc on conserve son statut libéral, ok, mais vous êtes payé par l'établissement. Donc de plus en plus d'établissements vont dans cette tarification dite globale, puisque ça permet quand même un rapport différent avec le libéral. Donc ça aussi, si demain vous intervenez en EHPAD, demandez comment c'est financé, tarif de soins global ou tarif de soins partiel. Deux choses à demander, le projet de soins et les tarifs, puisque ça aura forcément un impact pour vous. Si vous ne voulez pas travailler dans un EHPAD où il y a un tarif de soins global, il ne faut pas y aller. Parce que forcément, on va vous demander des choses différentes que si c'est un tarif de soins partiel. D'accord ? C'est clair ça ? Ça va ? Alors le CEPOM, le CEPOM, le contrat pluriel d'objectifs et de moyens. Le CEPOM, c'est quelque chose de très très important pour un établissement médico-social. C'est le nerf de la guerre. Avant, ça ne s'appelait pas CEPOM, ça s'appelait convention tripartite. Convention tripartite, avant, c'était une convention, avant le CEPOM, qui était actée entre trois acteurs. L'établissement, d'accord, le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Ces trois acteurs, en fait, ils signaient entre eux une convention. Et ils sont trois acteurs. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, le département, il paie la dépendance et l'agence régionale de santé paie les soins. Donc forcément, ils contractualisent à trois. Et la convention tripartite donnait des objectifs, en fait, sur 5 ans à l'établissement et déterminait le financement sur 5 ans de l'établissement. Cette convention tripartite n'existe plus. Elle a été remplacée par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ça date du 28 décembre 2015 et c'est en lien avec une loi très importante, notamment pour les aidants, qui s'appelle l'adaptation à la société au vieillissement, ASV. L'adaptation de la société au vieillissement. C'est une loi très très importante puisque ça a été élaboré et ça, au niveau financier, c'est très important. Cette loi, c'est pour ça que on a créé le CEPOM, elle a inversé la logique. Avant, en termes budgétaires, on disait j'ai besoin de temps, vous me donnez temps, entre guillemets. On négociait. Maintenant, la logique, au niveau de l'environnement médico-social, elle s'est inversée. Maintenant, on nous donne temps et on ne dépense pas plus. D'accord ? Avant, je demandais, j'avais. Maintenant, on me dit, tu as ça, terminé. D'accord ? Et tu as ça terminé, ça veut dire que c'est vous participez à tu as ça terminé. C'est-à-dire, grâce à votre reporting par rapport à la prise en charge demain des personnes âgées, que vous aurez demain en EHPAD, si vous venez en EHPAD. Si vous détaillez bien la prise en charge kinésithérapie de la personne âgée, forcément, on aura plus de moyens. Donc, on aura plus de recettes. D'accord ?
Donc c'est important, effectivement, cette logique de définition des recettes pèse complètement sur les établissements. Il y a une logique donc de tarification à l'activité pour le sanitaire. Il y a une logique, je définis les recettes par rapport au profil des résidents. Et comme ça inclut au niveau des dépenses. Et c'est cette loi de 2015 qui a complètement inversé la logique par rapport aux structures médico-sociales et notamment au niveau des EHPAD, qui est très très importante pour les directeurs de structure. Alors, bien sûr, en dehors de ça, il y a, au niveau du CEPOM, il y a bien sûr, comme je vous l'ai marqué, un diagnostic partagé, donc par rapport entre le gestionnaire et les établissements. Il y a des objectifs prioritaires sur 5 ans, mais sans financement supplémentaire. Je m'explique. Le financement, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si on vous dit, vous devez faire tel objectif supplémentaire, vous n'avez pas d'argent en plus. Ce qui veut dire que pour la prise en charge des aînés, notamment, ou des handicapés, le CEPOM définit les objectifs par rapport aux recettes qui sont allouées chaque année et qui sont définies en amont pour 5 ans. Donc c'est très 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 compliqué dans la prise en charge de la personne âgée. Donc demain, peut-être que quand vous irez travailler en structure, en EHPAD par exemple, vous pourrez être payé par l'établissement. N'oubliez pas ça, ça peut exister. Alors, le projet d'établissement. Le projet d'établissement, il est défini par une loi qui est très très importante dans l'environnement médico-social. C'est la loi du 2 janvier 2002 qui définit le projet d'établissement et qui a, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi bien pour le sanitaire que pour les structures médico-sociales, qui a défini effectivement la mise en place notamment de commissions de consultation comme la CRU et comme le CVS, la commission de représentants des usagers, je vous rappelle pour le sanitaire, et le conseil de vie sociale pour l'environnement médico-social. Le projet d'établissement, c'est le nerf de la guerre de tout établissement, aussi bien en sanitaire qu'en médico-social. Ça constitue vraiment un outil de définition des objectifs qui doit bien sûr être en lien avec le CEPOM. L'un ne va pas sans l'autre. On définit les axes d'amélioration sur les 5 ans par rapport au CEPOM. On fait le projet d'établissement sur la base du CEPOM. D'accord ? C'est très très important. Pour créer un projet d'établissement, bien sûr, on ne le crée pas comme ça. Il y a une notion de partager. Il y a un comité de pilotage pour réaliser ce projet d'établissement. Il y a un diagnostic qui est partagé avec les professionnels, salariés, avec les libéraux, si demain vous en faites partie. Et ensemble, avec la base des moyens des objectifs qui sont définis par le CEPOM, vous définissez ensemble le projet d'établissement. Il y a un diagnostic, bien sûr, donc, qui est partagé. Dans ce projet d'établissement, il y a un projet fondamental, c'est le projet de soins. Que ce soit en structure sanitaire ou médico-sociale, le projet de soins est essentiel au niveau d'établissement. Et ce projet de soins peut être également travaillé avec les intervenants extérieurs, dont peut-être vous-même, vous ferez partie demain. Il y a également un projet social qui est très très important, puisque un établissement, mais ça c'est un autre sujet, ne peut pas travailler bien sûr sans les IRP, les représentants du personnel. Et le projet social, c'est comme le projet de soins, c'est un projet fondamental. Il ne faut surtout pas se fâcher avec son personnel, entre guillemets, ni avec les intervenants libéraux. On a également un projet de système d'intervention, un projet hôtelier et un projet de qualité et gestion des risques. Donc, projet hôtelier, c'est tout ce qui concerne l'hôtellerie. Alors, ça a l'air simple tout ça, mais c'est un peu compliqué. Une hôtellerie, c'est pas facile, aussi bien sanitaire qu'en médico-social. Vous avez la restauration, ça aussi, c'est des choix. Est-ce qu'on externalise? Est-ce qu'on reste en interne? Vous avez toute la surveillance qu'on disait au début au niveau de l'eau, de l'air. Tout ça, ça vient par rapport au projet hôtelier. On a le projet des systèmes d'information, tout ce qui concerne l'informatique, c'est fondamental. Le projet des systèmes d'information, la sécurité des données informatiques, ça fait partie du projet d'établissement.
d'accord, le projet social, et un projet qui est très important, c'est le projet qualité et gestion des risques. Le projet qualité et gestion des risques, c'est tout ce qui concerne bien sûr la qualité au sein de l'établissement, qu'on verra tout à l'heure dans le cadre de l'évaluation interne et externe. En fonction de ça, donc on a le projet stratégique, le projet de soins, on a aussi le projet d'animation en EHPAD, le projet hôtelier, le projet social, le projet des systèmes d'information et la gestion des risques. On a bien sûr le projet architectural, c'est important aussi. Hein. Et tout un projet de communication qui est en lien bien sûr avec le projet social. Dans une structure sanitaire ou médico-sociale, le plus important, ce sont les hommes. C'est le plus important. D'accord ? Le plus important, c'est ça. Les hommes et la communication. C'est très, très, très important. Et donc, le projet d'établissement, il est travaillé donc avec le salarié, avec les libéraux, avec les représentants des usagers. Il est remis systématiquement à l'agence régionale de santé. Et bien sûr, il doit s'asseoir sur le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Alors, une fois qu'on a rédigé le projet d'établissement, on est content, on l'envoie, on le fait valider par le conseil d'administration. On l'envoie bien sûr à tout le monde, c'est-à-dire on l'envoie aux libéraux, on l'envoie bien sûr également aux familles, on le met également en ligne pour ceux que ça intéresse, mais surtout on le suit, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Puisque dans un projet d'établissement, avec tous ces sous-projets, il y a des objectifs opérationnels qui sont définis avec un rétro-planning précis, avec des acteurs précis, et il est suivi. Il est suivi, il est revu, il est actualisé, d'accord, avec une date finale tous les 5 ans, mais vous avez des plans d'action qui peuvent tout à fait être revus plus rapidement. C'est une pièce absolument indispensable pour tout établissement sanitaire et médico-social. Le projet d'établissement. C'est la pierre, ce qu'on appelle, c'est la pierre angulaire de la démarche qualité. C'est un outil indispensable. L'établissement qui n'a pas de projet d'établissement n'a pas d'amende particulière vis-à-vis de l'autorité de tarification, agence régionale de santé, conseil départemental, hein, d'accord ? Mais c'est une obligation de bon sens. Alors, quand on est dans un établissement, que ce soit un établissement sanitaire ou un établissement médico-social, heureusement, on a un regard extérieur. On a des personnes, des organisations qui viennent régulièrement dans les établissements sanitaires ou les établissements médico-sociaux pour voir un peu ce qui s'y passe. Voilà. Ce n'est pas simplement un rapport financier, budgétaire ou un rapport d'activité que l'on doit remettre chaque année, bien sûr, à l'agence régionale de santé, qu'on soit sanitaire ou qu'on soit médico-sociaux, parce que ça c'est important, c'est une obligation, mais c'est également effectivement un regard extérieur qui sont faits très souvent par des pairs, soit des médecins experts, soit des directeurs experts, qui ont une certification, d'accord, une formation particulière. Au niveau du sanitaire, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai marqué, la certification, accréditation, qui a lieu donc tous les 4 à 6 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau du sanitaire, on a un document qui est opposable à tous les établissements sanitaires, qui porte sur un certain nombre de critères, qui bien sûr, au niveau de la prise en charge, la prestation de soins qui est délivrée aux patients, de tout ce qui concerne l'amélioration de la qualité, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau des projets d'établissement, quels sont les objectifs, au niveau des objectifs du CPOM, comment c'est organisé,
Et tout ce document, en fait, il est identique pour tous les établissements sanitaires. De Montpellier, de Nancy, de n'importe où. C'est le même document. Donc les experts visiteurs, en fait, ce document, il est bien sûr travaillé par l'équipe opérationnelle de l'établissement sanitaire. Et il est remis, une fois qu'il est complété, c'est un très très grand travail, hein, un travail très important, il est remis après à l'Agence régionale de santé. C'est un document obligatoire. C'est une obligation. Celui qui ne le fait pas encourt des pénalités. Hein. Ensuite, il y a les visites des experts. Les visites des experts, en règle générale, ça dure 2-3 jours. Donc, on a des experts visiteurs qui sont donc dans le sanitaire, directeur d'établissement, médecin expert, qualiticien, cadre de santé, experts qui ont été formés et qui viennent dans l'établissement. Ils rencontrent tout le personnel. Ou, si c'est un établissement très important, ils rencontrent des représentants du personnel. Hein, des représentants de fonction. Hein. Ils rencontrent aussi les représentants du personnel, mais ils rencontrent des représentants infirmiers, les représentants, etc. Ils croisent des informations. Leur objectif, en fait, c'est de faire le lien entre le document qui a été envoyé à l'Agence régionale de santé et de faire le lien entre la réalité de terrain. Et s'il y a une distorsion entre le document envoyé à l'Agence régionale de santé et la réalité de terrain, il faut l'expliquer. Il peut y en avoir une, mais il vaut mieux l'éviter. Alors, cette accréditation, certification, elle est très très importante puisqu'elle est vécue comme un passage compliqué et complexe hein, pour la gouvernance des établissements sanitaires, mais très importante. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une classification de l'établissement. Et cette classification d'établissement, elle est opposable au tiers, c'est-à-dire qu'elle est mise sur Internet, elle est opposable au tiers, il y a un rapport qui est fait par les experts visiteurs. Ce rapport, il est disponible à tout citoyen, d'accord? Il est bien sûr envoyé à la Haute Autorité de Santé, il est disponible à tout citoyen et il est opposable au tiers. Ça veut dire que quand demain, un patient veut aller se faire opérer n'importe où, hein, il peut tout à fait, il y a de plus en plus de communication hein, sur ces rapports d'experts visiteurs et cette certification accréditation, cet établissement sanitaire, et il peut effectivement obtenir ces documents et choisir l'établissement. Donc, cette notion de qualité est très très importante. C'est un vrai enjeu économique pour l'établissement, en dehors de l'enjeu bien sûr qualité. Mais c'est avant tout un enjeu économique. Hein. Puisque maintenant les patients sont de moins en moins, ils sont plus acteurs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils sont de plus en plus acteurs, ils sont mieux informés, ils sont plus acteurs de leur destin au niveau sanitaire et ils peuvent tout à fait choisir de façon éclairée leur établissement sanitaire par le biais de cette certification accréditation. Ensuite, je vous ai dit que ces documents sont identiques, quels que soient les établissements de France, quelles que soient les régions, ce qui n'est pas le cas dans le médico-social. Ce qui veut dire que la comparaison et le classement a tout son sens en sanitaire, puisque le document est identique, quelles que soient les régions. Donc on est vraiment sur une notion d'État, et non pas une politique régionale. D'accord? Document d'accréditation, certification. C'est l'évaluation. Hein. Ce document, il est donné par la Haute Autorité de Santé avec l'Agence régionale de santé. Hein. D'accord? Il est remis. Il est fourni par eux. D'accord? Ça, c'est pour le sanitaire. Alors, ça aurait été trop simple que ce soit pareil pour le médico-social. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le médico-social, que ce soit les EHPAD ou que ce soit les établissements d'handicapés, c'est un document, on a la même logique si vous voulez, on a une logique d'évaluation, mais c'est un document qui est réalisé en fait, une auto-évaluation des pratiques, par le biais de ce qu'on appelle l'évaluation interne. Et ce document qui, dans le sanitaire, est donné par l'Agence régionale de santé et par la Haute Autorité de Santé,
Là, ce document-là, il est créé par la structure. Si vous voulez, donc, il y a des référentiels, ce qu'on appelle un référentiel en établissement médico-social. Et ces référentiels, ils sont inventés par l'établissement. Donc, il peut être tout à fait différent, quelles que soient les régions, en fonction des régions et en fonction des établissements. Donc ça, c'est une grande différence entre le sanitaire. Ce qui, moi, je trouve est totalement stupide, hein, parce que ça aurait été beaucoup mieux d'avoir un document unique, quel que soit l'établissement, aussi bien sanitaire qu'en médico-social. Par contre, ce qu'on nous demande en évaluation interne, c'est de faire une auto-évaluation, bien sûr, des pratiques, sur la base d'un PAC, d'un plan d'amélioration continue de la qualité. Et on nous demande, la Haute Autorité de Santé recommande, c'est ce que je vous ai marqué, différents axes, 5 axes, donc, pour cette évaluation interne. Le premier axe, c'est la loi du 2 janvier 2002, hein, qui est très importante, la garantie des droits individuels et collectifs. Il y a en fait, ce que je vous ai marqué, 7 garanties importantes pour les personnes qui rentrent en établissements médico-sociaux et qui doivent être mis en exergue dans l'établissement et qui doivent être également connus des intervenants libéraux, hein, puisque ça fait partie de la politique de l'établissement. C'est le respect de la dignité, de la vie privée et de l'intimité. C'est le libre choix des prestations, respect de la dignité, de la vie privée, de l'intimité, le libre choix des prestations, la prise en charge et l'accompagnement individuel, qui respecte un consentement éclairé. Le consentement éclairé, c'est quelque chose de très très important en établissement médico-social. En sanitaire aussi, mais en établissement médico-social, c'est très important. Donc, consentement éclairé de la personne. La confidentialité des informations. Confidentialité des informations qui, vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, avec le DMP, qui fait le lien avec le dossier médical partagé. Le DMP, c'est quelque chose, c'est un outil qui sera totalement confidentiel. Quand vous partez à l'hôpital avec un document papier, c'est pas sûr que ça soit confidentiel. Quand vous partez avec un DMP, c'est confidentiel. Après, l'information et l'accès au dossier. Donc, le respect de la dignité de la vie privée, le libre choix des prestations, l'accompagnement individuel avec le consentement éclairé, la confidentialité des informations, l'accès au dossier, les droits fondamentaux et la conception et la mise en œuvre d'un projet d'accueil. Donc, ce sont ces différents aspects de la garantie des droits individuels et collectifs sur lesquels tout établissement médico-social doit travailler dans le cadre de son évaluation interne. Premier axe. Le deuxième axe, c'est la prévention des risques qui sont liés à la santé et à la vulnérabilité des résidents. Donc, tout ce qui concerne bien sûr la santé physique, la santé psychologique, la problématique également sociale, hein, pour éviter l'isolement, la perte identitaire. Et tout ce qui concerne aussi un point fondamental maintenant de plus en plus en EHPAD, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. C'est-à-dire éviter que la personne âgée soit un numéro, hein, et soit laissée comme un balai un peu. Hein. C'est la personnalisation de la personne âgée. Troisième axe sur lequel on doit travailler en évaluation interne, c'est le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et par rapport à la dépendance. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et c'est là aussi que la collaboration avec les kinésithérapeutes est fondamentale. Hein? Et que de plus en plus de directeurs d'EHPAD choisissent le tarif global. Pour respecter bien sûr l'autonomie des kinésithérapeutes, mais quand même qui s'imprègnent de ce que souhaite effectivement la gouvernance de l'établissement. Donc, maintien des capacités, la personnalisation de l'accompagnement. La personnalisation de l'accompagnement dans un EHPAD, c'est ce qu'on appelle
le projet de vie. Hein, c'est connaître la personne âgée et essayer qu'elle soit tout simplement heureuse dans l'établissement. Dans certains établissements, dont celui dont j'ai la chance d'avoir la direction, on met en place ce qu'on appelle l'approche Montessori. L'approche Montessori, c'est une approche qui est très connue pour les enfants et qui devient de plus en plus connue pour les personnes âgées. L'approche Montessori, ça permet à la personne âgée, en fait, et aux professionnels, et donc également aux salariés libéraux, de ne plus faire à la place de la personne âgée, mais de faire avec la personne âgée. Hein, ce qui est complètement différent. Hein, donc de ne plus faire à la place de la personne âgée, mais de faire avec la personne âgée. Hein, voilà. Donc c'est un axe important en termes d'évaluation et de qualité. Un point important aussi, c'est l'accompagnement de fin de vie. En EHPAD, c'est très très important. Donc, on a quelque chose de... On essaie également de travailler, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'HAD, mais on travaille également avec le réseau de soins palliatifs, avec le réseau Alzheimer, avec les réseaux Sphère, réseau de soins palliatifs, Alzheimer, Sphère, tout ce qui concerne Gaïa aussi, tout ce qui concerne la notion de fin de vie, la notion de respect de fin de vie, respect de ce que souhaite la personne âgée, hein, respect aussi par rapport à la douleur, c'est très très important, également bien sûr en sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle il est très important, aussi bien en sanitaire qu'en médico-social, c'est de demander en amont à la personne, ou si elle n'est pas capable de s'exprimer, à la personne de confiance, d'exprimer la volonté de la personne qui est prise en charge. Qu'est-ce que veut la personne, hein? Et ça fait partie, ça, du projet de soins et du projet d'établissement. C'est un point très important à la fin de vie, qu'on soit en structure sanitaire ou qu'on soit en structure médico-sociale. Et il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que veut la personne? Et de recueillir son consentement éclairé, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle souhaite. Et ça fait partie du projet de soins, hein, et donc du projet d'établissement. L'évaluation interne, ça prend du temps quand même. Hein, voilà, ça prend des heures et des heures de travail. Et effectivement, c'est un document qui est un document obligatoire, qui donc, contrairement au sanitaire, hein, est un document qui est différent au niveau du fond, au niveau de la forme, au niveau de la conduite des différentes réunions. Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent réaliser une évaluation interne tous les 5 ans. C'est une obligation. Ce document, il est transmis obligatoirement à l'Agence régionale de santé et au conseil départemental de l'Hérault. Le sanitaire, c'est que l'Agence régionale de santé. Le médico-social, c'est le conseil départemental de l'Hérault et l'Agence régionale de santé. On a la chance d'en avoir 2 en médico-social. En sanitaire, on n'en a qu'un. Ça, c'est l'évaluation interne. L'évaluation interne, bien sûr, sont conviés les salariés, mais également les familles, les résidents et également les libéraux, hein, dont les médecins libéraux, les kinés, etc., qui peuvent participer, bien sûr, au niveau de l'évaluation interne. Ensuite, on a l'évaluation externe. Vous vous rappelez qu'au niveau du sanitaire, c'était l'accréditation, certification. C'est les évaluateurs externes. Au niveau des établissements sociaux et médico-sociaux, l'évaluation externe, c'est complètement différent. L'établissement ou le conseil d'administration choisit son évaluateur externe. On a une liste d'auditeurs, si vous voulez, qui sont certifiés par la Haute Autorité de Santé, qui ont fait une formation spécifique et que l'établissement choisit sur une liste agréée par la Haute Autorité de Santé, par l'Agence régionale de santé. C'est quelque chose qu'on choisit. C'est un cabinet, conseil, et que l'établissement paye. Tout à l'heure, on a parlé au niveau du sanitaire, on ne les paie pas. Les experts visiteurs, on ne les paie pas.
L'établissement ne finance rien. L'établissement social, médico-social, donc, paie celui qui va venir évaluer l'établissement. Donc, c'est quand même pas toujours évident, hein, en termes éthiques, hein. Ça veut dire qu'il y a effectivement des contrôles, parce qu'il peut y avoir on peut penser à des passe-droits. Donc, ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont faits par la Haute Autorité de Santé et surtout par l'Agence Régionale de Santé pour savoir si l'établissement social et médico-social a choisi, dans le cadre d'un marché public, hein, le consultant qui va venir évaluer sa structure. Alors, par contre, au niveau des évaluations externes, contrairement à l'évaluation interne, au niveau des évaluations externes, on a un vrai plan. Quel que soit l'établissement, quel que soit l'endroit, il y a une vraie trame, si vous voulez, pour l'évaluateur externe qui vient évaluer l'établissement. D'accord ? Cette trame, elle porte en fait sur une appréciation de différentes thématiques, notamment sur des éléments fondamentaux comme est-ce que l'établissement a ou pas réalisé son projet d'établissement? Si oui, quand? Est-ce qu'il a suivi ou pas ses objectifs, qualitatifs ou pas? Est-ce qu'il réalise toutes ces notions obligatoires comme par exemple le conseil de vie sociale? Le conseil de vie sociale, on en a parlé tout à l'heure, c'est une notion obligatoire par le Code d'action sociale et des familles. J'ai oublié de vous dire que les établissements sociaux et médico-sociaux sont portés par le Code d'action sociale et des familles. D'accord ? Et ce code et ce conseil de vie sociale, c'est quelque chose d'obligatoire. Est-ce qu'il le fait ou pas? Quelle est sa vision de la prise en charge de la personne âgée ou de la personne handicapée? Quelle est sa notion? Est-ce qu'il a, dans ses différents projets, projets de soins, projets hôteliers, projets social, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure, quel est le contenu? Comment il prend en compte la personne âgée? Est-ce qu'il respecte la personne âgée et est-ce qu'elle respecte la loi? Exemple. Est-ce que, par exemple, pour une personne âgée qui ne peut plus se tenir sur un fauteuil, on met une contention dans une personne âgée, sur une personne âgée, par rapport à un fauteuil? Est-ce que cette contention, elle est faite par une prescription médicale? Est-ce qu'elle est datée? Il y a beaucoup d'établissements qui font des contentions sans date. Ce qui veut dire que vous avez un résident qui, toute la journée et toute l'année, est sur un fauteuil roulant, attaché. Ça, c'est ce qui regarde les personnes qui viennent dans l'établissement dans le cadre de l'évaluation externe. Cette évaluation externe, donc, qui porte sur différentes thématiques, orientée bien sûr sur la qualité, elle est donc rédigée par ces consultants. Ces consultants, ensuite, ils donnent le rapport au conseil d'administration, au directeur, et ils envoient le rapport à l'agence régionale de santé et au conseil départemental. C'est très important parce que contrairement au sanitaire, au niveau de l'établissement médico-social, ce rapport, c'est la pierre angulaire de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement. C'est-à-dire que s'il y a un rapport négatif, si les experts visiteurs font un rapport négatif, l'établissement peut fermer ses portes. C'est-à-dire que l'autorisation d'exister de l'établissement repose sur ce rapport qui est réalisé par des consultants qui ont été choisis par la gouvernance. L'agence régionale de santé consulte ce rapport et décide ou pas de renouveler une autorisation de fonctionnement de l'établissement médico-social et ce pendant 15 ans. D'accord ? Donc l'autorisation, elle est renouvelée pendant 15 ans sur la base de ce rapport d'évaluation externe. Ce qui n'est pas du tout le cas en sanitaire. Ce n'est pas du tout le cas en sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a un lien très fort dans le cadre de l'évaluation interne et externe de l'établissement médico-sociaux, des établissements médico-sociaux et notamment pour les EHPAD, puisqu'il repose sur une éventuelle décision de fermer l'établissement. D'accord ? Alors bien sûr, suite à cette évaluation interne et externe, on a des pistes de progrès, bien entendu. Ce n'est pas qu'une règle sur les mains. Hein. Et du
Exactement. Alors, l'évaluation externe, c'est tous les 15 ans. L'évaluation interne, c'est tous les 5 ans. D'accord? L'idée, c'est que c'est défini comme ça par la loi. Ça peut bouger. Hein, parce que, si vous voulez, il y a un point important, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que les évaluateurs externes étaient financés par l'établissement. Qui paie? Parce qu'un des consultants qui viennent, ils viennent pendant une semaine. À votre avis, ça vaut combien, ça? Vous avez une idée? Dites un prix. Pour finir, nous avons 5 minutes. Hein. Tombe bien. Est-ce que vous savez combien peuvent coûter une opération comme ça, des évaluateurs externes qui viennent en consultant un cabinet consultant pendant une semaine? Combien? 10 000? 10 000 à ma droite? Est-ce qu'à ma gauche, quelqu'un? Pas d'autres chiffres? Oui, vous avez raison, c'est dans les 10 à 15 000 euros. 10 à 15 000 euros, comme vous savez maintenant comment est financé un EHPAD, c'est pas financé normalement par les autorités de tarification ni par le résident. Donc, même si c'est obligatoire, et ce, donc tous les 15 ans, puisque ça décide de l'autorisation d'exister de l'établissement, il faut ce qu'on appelle, demander, je ne vous l'ai pas expliqué, ça, ce qu'on appelle les CNR. Les crédits non reconductibles. Crédits non reconductibles, CNR. Dans un EHPAD, par exemple, ou un autre établissement médical, social et médico-sociaux, quand vous avez des dépenses exceptionnelles comme ça, et qui sont obligatoires, donc c'est un petit peu fou, il faut qu'on demande et qu'on justifie cette dépense auprès de l'Agence régionale de santé, qui, elle, va payer, c'est que l'Agence régionale de santé, c'est pas le département, qui va payer ces évaluateurs externes qui viennent dans l'établissement pendant une semaine. Ah, mais c'est l'ARS qui paye, du coup. Exactement. C'est l'ARS qui paye. Si on le demande, si l'établissement ne le demande pas, l'ARS ne va pas payer. C'est ça qui est fou, en fait. Hein. Donc c'est obligatoire, c'est l'ARS qui paye si on le demande, d'accord? Et c'est fait tous les 15 ans. Par contre, ce qui est important, c'est que l'évaluation interne est faite tous les 5 ans, et si elle n'est pas faite par l'établissement tous les 5 ans, à ce moment-là, on a une conséquence par l'établissement, pour l'établissement. Rappelez-vous, l'évaluation interne, elle est envoyée à l'ARS et au département. Si l'ARS ne la reçoit pas, on va nous tirer les oreilles. D'accord? Ce qui veut dire, en fait, c'est que dans les établissements médico-sociaux et dans les établissements sanitaires, on a, c'est ça qui est important de retenir, et c'est tant mieux, on a des évaluations qui sont faites régulièrement par des tiers, qui sont formés, d'accord? Alors c'est intéressant parce que les évaluateurs externes en sanitaire ne sont pas payés par la structure, alors que les évaluateurs donc des établissements médico-sociaux sont payés par la structure et surtout sont choisis par eux. D'accord? C'est important qu'on a des regards extérieurs aussi bien dans les cliniques, dans les établissements, que dans les établissements médico-sociaux pour qu'on puisse s'améliorer en termes de qualité. Hein, parce qu'ils viennent bien sûr contrôler, mais ils viennent aussi nous aider en termes de qualité et nous apportent par leur formation et leurs compétences et leurs connaissances, hein, une amélioration continue de la qualité, des plans d'action, des priorités qu'on met en place et qu'on suit donc régulièrement à travers ces évaluations internes qui sont faites tous les 5 ans en structure médico-sociale. Et dans lequel les libéraux, comme vous, demain, peuvent tout à fait être associés. On peut tout à fait vous demander, à vous, libéral, pour des points très particuliers, d'intervenir dans ces évaluations internes. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, vous avez l'air complètement séché en fait. 8h à 10h, c'est vrai que c'est tôt. Sous quelle forme l'examen? Alors l'examen sera sous quelle forme? Oh, ça va pas être compliqué, hein, vous inquiétez pas. Je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre. C'est quoi que vous attendez de nous à peu près? Je peux pas vous répondre. Je suis désolée. Hein, ce que j'attends de vous, si vous voulez, c'est
de retenir par rapport à ce document que vous avez tous maintenant, hein, qui va être publié, je ne sais plus où là, sur n'importe, je sais plus dans... C'est de retenir les points essentiels, hein, de ce que je vous ai expliqué. Hein. Voilà. Les points essentiels, ils sont là. D'accord? Ils sont sur... Je cherche pas à vous coincer, hein, c'est pas mon objectif. Moi, ce que je cherchais à vous sensibiliser, c'est à ce que vous connaissiez un peu l'organisation, en fait, au niveau du financement, au niveau de l'organisation du schéma de santé, schéma régional de santé, comment ça marche en sanitaire, comment ça marche en médico-sociaux, par rapport à des points importants qui sont tous sur ce document. Je ne cherche pas à vous coincer, je cherche juste à ce que vous ayez la connaissance. C'est important. Voilà. Ça sera des petites questions, il n'y a rien de compliqué. Hein? Il n'y a rien de compliqué. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est ça, moi, pour moi, le plus important. Hein? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? D'une heure. C'est un sujet d'une heure, oui. Il y aura plusieurs petites... J'ai mis plusieurs petites questions, d'accord? Simples, vraiment. Hein? Comme ça, il y a plusieurs petites questions. Pour moi, ce sera plus facile à corriger, en fait. Hein? J'ai un peu pensé à moi aussi, quoi. D'accord? Demain, je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous serez kiné, mais je pense que c'est bien de travailler, effectivement, dans les structures sanitaires ou médico-sociales. C'est intéressant. Mais c'est complètement différent. Après, voilà, vous verrez. C'est votre dernière année? C'est bien. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser alors, si vous n'avez pas d'autres questions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bon courage. Je dois vous retrouver pour des TD. Hein, je ne sais pas si on vous l'a dit. Je fais des travaux dirigés sur le droit du travail. Voilà. Non, pas très longtemps. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Allez, ma clé. Ah, mais voilà, j'ai